Bonsoir, au sommaire de cette édition, Mohamed Saïd Fofana dans la préfecture de Beila. Le Premier ministre a conféré avec les populations sur la nécessité de ressouder le tissu social. Il a aussi transmis aux citoyens le message de paix du chef de l'État. Vers la relance de la filière café-cacao Asiamas et dans Massanta, campagne agricole 2013-2014, les planteurs visent 840 hectares de la qualité mais aussi de la quantité. Et puis la présidentielle en République du Mali, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta remporte la bataille des ralliements. Le scrutin est prévu ce dimanche 11 août 2013. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce message départ de son Excellence Professeur Alpha Condé destiné à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Monsieur le Président et chers frères, la célébration du 53e anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale m'offre l'occasion d'adresser au peuple et au gouvernement ivoirien et à vous personnellement mes sincères félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. Aussi, je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous renouveler ma ferme détermination à œuvrer avec vous au raffermissement et à la consolidation des liens fraternels d'amitié et de coopération existants entre la République sœur de Côte d'Ivoire et la République de Guinée. En vous réitérant mes vœux de santé, de bonheur et de succès, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma haute considération. Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Ce déplacement du Premier ministre en région forestière, Mohamed Saïd Fofana, était récemment dans la ville de Beila, une des localités touchées par les récents événements sociaux qui ont secoué la région forestière. Le chef du gouvernement a transmis aux populations de cette belle ville les messages de paix et d'unité du chef de l'État. Le point avec Adi Kamara. Et on va enchaîner d'abord avec ce communiqué du CNT. Avant de revenir sur cet élément, le bureau exécutif du Conseil national de la transition CNT informe mesdames et messieurs les conseillers nationaux de la tenue d'une session plénière le lundi 12 août 2013 à 10h dans l'hémicycle du Palais du Peuple, consacré à l'examen pour adoption de la loi bancaire. Tenant compte de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers est vivement demandée. Le deuxième vice-président est là, Mamadou Saliou Silla. Et puis, nous revenons donc sur ce déplacement du Premier ministre en région forestière. Je vous le disais tout à l'heure, Mohamed Saïd Fofana était récemment dans la ville de Beila, une des localités touchées par les récents événements sociaux qui ont secoué la région. Le chef du gouvernement a transmis aux populations de cette belle ville les messages de paix et d'unité du chef de l'État. Le point avec Adi Kamara. C'est après 8 heures de parcours sur ce tronçon en provenance de Zérekouri, complètement dégradé, que le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et la délégation qui l'accompagnait ont eu droit à un accueil chaleureux à Beila. Jeunes, femmes et sages venus de Diassoudou, Fouala, Bessoba, Moussadou, Sokourala sont sortis massivement pour exprimer leur volonté de transcender les difficultés existentielles et d'aller fermement et hardiment vers la réconciliation, le pardon et la solidarité. C'est la 8e fois en 21 ans que ces deux communautés s'affrontent en Guinée forestière. Les Thomas occupaient l'actuel Kérouané. Mon propre village à Damaro, toutes les rivières portent le nom Thomas. Toro, Warada. Même le nom du mont Simandou à Malinké est un nom Thomas. Bing, qui veut dire gros fourneau. De Farengamaya à Sigiri. À part ses 3 fils, Malé qui a fondé Maléa, Kinti qui a fondé Kintia, Fato qui a formé Fatoya, le premier fils est parti jusqu'à Baléa, qui fait aujourd'hui Sangiana et Saraya. Le Konya ne veut que la paix. Que le Konya ne cultivera que la paix. En langue du terroir, le premier imam de la mosquée Faisal de Conakry a prodigué d'utiles conseils
à l'endroit de toutes les communautés vivant à Beila pour la stabilité de la région forestière. Qu'on aime le gouvernement ou pas, cela n'est pas important. L'essentiel est d'aider le gouvernement à construire une nation forte, unie et prospère. Jite mankela dukolo kanyi sanu yado diama yado neye yado fembe yamna dukolo akoka iba seneke adinya etelang ite angrekela bembalia kana anke jahannama dendi amasa. Le ministre d'État en charge de la justice était là pour rappeler l'engagement du gouvernement à appliquer la loi dans toute sa plénitude et la rigueur requise en la matière. En ce qui concerne le présent cas, je le dis de la façon la plus ferme et la plus solennelle. Cette affaire sera aussi jugée. Les auteurs, de quelque bord qu'ils soient, seront poursuivis et condamnés. Il n'y aura aucun compromis sur cette question. La fermeté du gouvernement dans la gestion des crimes commis en Guinée va désormais rassurer les citoyens en ce qui concerne la crédibilité de l'administration judiciaire du pays. Sur ce même dossier, le procureur de la République près le tribunal de première instance, Désiré Kouré, fait le point sur les événements survenus à Koulé, des événements qui ont entraîné un déferlement meurtrier dans la région. Les investigations judiciaires ont produit quelques résultats. Zézébé Avogui est au micro de Kabassouma. Ces événements ayant opposé des individus ont pris un caractère totalement communautaire entre les Koniaké et les Kerzé. Cette substitution ethnique a connu un déferlement meurtrier tant à Koulé, à Désiré Kouré et à Beila. L'intervention rapide, diligente et professionnelle des forces de sécurité et de défense a pu circonscrire toutes les velléités de vengeance. La situation est revenue à la normale et nous maintenons une surveillance soutenue dans la plupart des zones concernées. L'enquête judiciaire qui a été ouverte dès les premiers moments a permis l'interpellation provisoire de 119 personnes, la saisie de fusils SKS, de fusils calibre 12, de machettes et plusieurs munitions. Les investigations sont en cours avec les officiers de police judiciaire de Désiré Kouré. Il est à souligner que la gravité des faits constatés ne saurait permettre ou autoriser une quelconque excuse à l'égard de quelques parties concernées, et à ce titre, sur les instructions de Monsieur le ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, nul ne pourra se soustraire des investigations en cours pour quelque motif que ce soit, pour que la loi s'applique dans toute sa plénitude et la rigueur requise. La Sogipami vient de présenter son plan d'action. La Sogipami, c'est la Société guinéenne du patrimoine minier. L'institution était récemment en conseil de surveillance, la toute première réunion technique depuis 2011. Des recommandations pour valoriser le secteur des mines. Abdoulaye Diallo. La gestion des ressources minières fait toujours objet de réflexion et d'études. Les mines jouent un rôle primordial dans l'économie nationale de la Guinée. Pour donner un coup de pouce au secteur minier, le gouvernement a créé en août 2011 la Société guinéenne du patrimoine minier Sogipami. Son rôle, de toutes les participations de l'État, l'exercice de certains droits qui sont reconnus à l'État dans le cadre du code minier et qui sont relatifs
par exemple à la commercialisation du minerai et à son transport. La Sogipami tient sa première rencontre depuis sa création. Un plan de travail est élaboré sur le long terme. Les partenaires financiers et techniques saluent la présentation du plan d'opération de la société. Nous sommes confiants que les perspectives sont bonnes à partir de 2014 et que Sogipami pourra donc permettre à l'État d'être présent dans le secteur minier et faire en sorte que notre potentiel puisse être exploité dans l'intérêt de l'ensemble des populations guinéennes. La Sogipami se porte très très bien. La Sogipami a présenté un rapport d'activité très clair et un plan d'affaires quand même qui mérite respect. Et on l'a examiné de long en large et on a fait certaines recommandations en ce qui concerne surtout le renforcement du rôle de promotion de la Sogipami. La rencontre recommande aux acteurs de la Sogipami de multiplier les efforts afin de mieux valoriser l'activité minière. Les populations attendent toujours plus d'exploitation des immenses ressources du pays. Je vous le disais en titre, et c'est un grand format. La filière café-cacao va connaître un boom d'ici 2014. Les acteurs de ce secteur d'activité comptent améliorer la production pour revaloriser le café Ziama. 840 hectares, c'est l'objectif visé. Quantité, oui, mais aussi la qualité. Notre reporter Fodé Camara était dans la préfecture de Macenta. Suivez. À plus de 700 km de Conakry, Seredou, une commune rurale de Macenta. Ici, sous le massif montagneux de Ziama, pousse un type de café au goût unique au monde. C'est le café Ziama. Il est produit entre 500 à 800 mètres d'altitude. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, certifie que ce café, acidulé et aromatique, a le meilleur goût. Plusieurs missions qui sont venues, d'abord une mission de connaissance, d'abord de terroir, et après maintenant de mise en place de cette IG. Donc nous sommes très avancés, nous sommes maintenant au niveau même des conseils d'administration de l'IG. Et aujourd'hui, il y a une mission d'expert qui a passé. Et cette mission a validé le terroir où on trouve ce café Ziama et les cahiers de charges, comment les paysans doivent se comporter pour produire ce café Ziama. En même temps, les cahiers de contrôle, qu'est-ce qui nous permettra, nous, agronomes ou spécialistes de café, contrôler vraiment ces qualités, ces produits dans les terroirs de Ziama. Aujourd'hui, la production du café Ziama bat de l'aile à cause du vieillissement des plantations. Le matériel végétal amélioré manque. Nos anciennes plantations ont un rendement de 140 kg à l'hectare. Et c'était des plantations montées dont la densité n'était pas bien ciblée, 700 pieds ou 600 pieds à l'hectare. Mais ce café avec un bon piquetage, à la densité de 1400 pieds à l'hectare, on a les 1500 kg si la plantation est bien entretenue. Érigé en culture stratégique, le café Ziama est susceptible de générer des devises et peut-être ravir la vedette aux autres cafés sur le marché international. Cette perspective motive la Fédération nationale des planteurs de café cacao à monter un projet de production d'1 250 000 boutures et 200 000 plants pour la campagne agricole 2014. Le projet va favoriser la réalisation de 840 hectares de café et de cacao pour la région forestière et les préfectures de Farana, d'Abola et Kouroussa. Les planteurs veulent planter, mais malheureusement qu'ils n'ont pas de moyens pour produire le matériel végétal sélectionné. Nous avons dans notre plan national d'investissement agricole, dans sa composante, dans sa troisième composante, un volet amélioration de cette filière-là de production du café et du cacao, la diversification au niveau des cultures de rente. Donc ce n'est pas étonnant, on a ça dans notre politique agricole. Et ce qu'il faut maintenant, c'est le soutien que l'on doit apporter à cette fédération. Et c'est l'engagement que j'ai pris ce matin au nom du gouvernement pour appuyer ces acteurs à la base, pour qu'ils puissent vraiment avoir les moyens de leur ambition. Ce projet de promotion du café et du cacao pourrait améliorer l'économie rurale et contribuer à protéger les 119 000 hectares de forêt classée de Ziama, domaine de prédilection du café Ziama. Ce massif montagneux, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, est une fierté nationale dans le domaine de la biodiversité. Autre aspect de l'actualité nationale, encore des soucis avec la mosquée de Boulbinet. Pourtant, l'ouvrage vient d'être rénové. La toiture ne retient pas la pluie et les fidèles ont souvent les pieds dans l'eau à l'intérieur de l'édifice. Il faudra mener des travaux complémentaires. Cheikh Sankan.
La mosquée de Boulbiné représente un bijou pour des passants à cause de son plan architectural. Force est de constater qu'à l'intérieur, l'isolation est énorme en cas de pluie pour des fidèles musulmans qui s'y rendent pour s'acquitter de leurs obligations religieuses. Et pour cause, l'eau sainte de partout, rendant du coup, sinon impossible, mais difficile la prière. Conséquence, tapis de prière totalement imbibés, boîte de tomates placées par-ci par-là, plafond mouillé, bref, toute une gamme de désolation qui met à mal les fidèles. réserve nango ngona fasani fambara boro na ye minima nambara su karu ebuma karu bimba bobo bi intama fo nsere. Pire, elle est aussi loin d'être à l'abri du vol malgré sa position par rapport aux maisons d'habitation et les services stratégiques comme la primature notamment. Mouyernebi laylatul qadri birin katama gaite so alayi logonagay. L'évite est faite aux personnes de bonne volonté en vue de prêter main forte à cette maison de Dieu où la plupart des cadres de la primature, des finances et même de la présidence viennent s'acquitter de leurs obligations religieuses. La première place ne s'obtient jamais au hasard. Martine Lois, c'est un nom qu'on retiendra désormais. Elle a été première de la République, option secrétariat, comptabilité au compte des examens de l'enseignement technique et professionnel. Un résultat dû à 3 années de préparation. Notre reporter Mamadou Alpha Baldé est allé à sa rencontre depuis Zérékoré. Suivez. La vingtaine à peine, Martine Lois est première de la République de Guinée en secrétariat comptabilité. Après 3 années de travail sans relâche, Martine a toujours conjugué sérieux et courage dans ses études. Aujourd'hui, elle s'en félicite. J'ai eu à travailler très dur. C'est le travail qui paye. J'ai travaillé avec les amis, on travaillait même les week-ends, on se mettait à la tâche. C'est ici, au centre de formation technique Sainte-Marie de Zérékoré, que Martine a suivi son cycle professionnel. Pour ses encadreurs, c'est la satisfaction. Depuis les premières années de Martine Lois dans notre établissement, nous avons vu qu'elle était exceptionnelle parce qu'elle a toujours eu la meilleure moyenne qu'on n'a jamais eue ici. Elle a atteint des 17 de moyenne, 18 même. Donc vraiment, nous étions presque sûrs qu'elle serait la première de la République. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous sommes très heureux. Nous sommes vraiment heureux, nous sommes fiers d'elle. Et ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est vraiment bonne route dans le monde professionnel. Depuis 2012, Martine Lois fait des stages périodiques au sein d'une ONG de la région forestière. Pour elle, le plus dur reste à faire, celui de décrocher le premier emploi. Une femme première de la République, les femmes donc à l'honneur avec l'étape du Mali pour la coalition des femmes et filles de Guinée. La structure était récemment à Bamako pour un échange d'expérience sur l'implication des femmes dans la gestion du processus électoral. Elles ont eu un entretien avec la ministre malienne de la promotion de la femme et de l'enfant, Safiatou Condé, un autre envoyé spécial en République du Mali. Plus question de subir, nous devrions influencer. Cette délégation de la coalition des femmes et filles de Guinée a choisi ce thème pour engager un entretien avec la ministre malienne de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Soucieuse de la finalisation de la transition dans un climat de paix et de quiétude en Guinée, elle présente un plan d'action concret, elle sollicite un échange d'expériences. Nous avons eu des échanges fructueux, elle nous a donné beaucoup de conseils. Elle nous a encouragés à continuer ce combat. Elle nous a félicités et encouragés vraiment d'être venus pour travailler avec les femmes du Mali. Et elle pense que c'est une action que nous devons mener de part et d'autre, de continuer à faire les échanges pour que la cause de la femme vraiment soit bien entendue et que les droits des femmes soient respectés dans nos pays. Après cette étape, la délégation prend contact avec des structures féminines qui ont contribué à l'élaboration de la plateforme de veille. La démarche permet à ces Guinéennes d'être outillées sur le rôle de la femme dans le maintien de la paix.
Il faut qu'il y ait des échanges entre les femmes des différents pays de la CEDEAO pour que nous puissions prendre les expériences, enrichir les expériences des unes avec les expériences des autres. Forte de 200 organisations, cette coalition des femmes et filles de Guinée s'implique dans la promotion du dialogue politique, le plaidoyer en faveur de la paix. Elle contribue activement à l'intégration des femmes au développement et au processus de prise de décision. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience cet après-midi les premiers imams des 5 communes de la capitale. Ils sont venus féliciter et remercier le chef de l'État pour les efforts que lui et son gouvernement ont consentis pour que les 30 jours de Ramadan se passent dans de bonnes conditions. Ils ont prié pour lui donc et pour le pays. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré, Abdoulaye Wade Sissé. Ce sont des imams ratibs de Conakry. Ils ont été reçus en audience par le président de la République ce vendredi 9 août 2013 au terme d'un mois de jeûne et de pénitence. Une assemblée des érudits de l'islam introduite auprès du chef de l'État par le secrétaire général en charge des affaires religieuses, El Hadj Abdoulaye Djassi. Objectif, remercier le président de la République pour tout le soutien apporté aux fidèles musulmans pendant les 30 jours de Ramadan. Sur cette lancée, les imams ratibs de Conakry, le président de la République, pour les efforts consentis en faveur de la paix sociale et le développement du pays. لكن كم كرافان يقوم على خاطر كرافان يقوم وما بنجي أبرا بروجي نغان ساوم به يا إلهي على خاملي هل فوتي نغان لام بروبوز دي ديبوز آدم ديفين عندما يقوم منه إخاربا كنا خلنا صواب ما فؤلتي ونام مسيل لكن دي على خسباري في أمة في النقصة وبالبلد إننا مخبى تلو مولي مغلي في الدنيا ala manga fam gora hay kha buntun yira o khafa yiri ke o khala ma khandi o mburu be o khala ma khandi o mabok yi be o mbirin konta fi boko yi khanatu surtout etan ba kuri yire bir ndu fura kono kur ge mesa kan do de na de men fura bir mbe donc Le président de la République a de son côté longuement expliqué les efforts que le gouvernement est en train de déployer pour sortir le pays du sous-développement chronique. Pour cela, Alpha Condé les a invités à sensibiliser la population à épouser la paix et l'harmonie sociale. Au terme de la rencontre, des prières et des bénédictions ont été dites en faveur de la paix sociale, le progrès et le développement du pays. Nous sommes vendredi 9 août, dernier jour de campagne pour le second tour de la présidentielle au Mali. Le scrutin se tiendra dimanche, mais comme je vous le disais en titre, c'est l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta qui a remporté la bataille des ralliements. Suivez. À 2 jours du second tour de la présidentielle au Mali, la bataille des ralliements fait rage. Mais d'ores et déjà, Ibrahim Boubacar Keïta revendique la victoire. IBK affirme bénéficier du soutien du plus grand nombre de candidats éliminés au premier tour, 22 sur 25. Parmi eux, Oumar Mariko, 2,57% des voix. Ce soutien d'Ibrahim Boubacar Keïta est un grand allié des petits somaliens et de leur chef, le capitaine Sanogo. Nous pensons simplement que c'est un combat anti-FDR que nous continuons. Nous continuons ce combat anti-FDR. Rebaptisé par certains Front anti-IBK, le FDR, Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République, regroupe les partis politiques viscéralement opposés aux auteurs du putsch du 22 mars 2012. Peu après la proclamation des résultats du premier tour, il s'est quelque peu fissuré. Draman Dambélé, arrivé en 3e position avec 9,71% des suffrages, se rallie à Ibrahim Boubacar Keïta. Son parti d'Adema appelle à voter Soumaïla Cissé. Je voudrais sincèrement m'adresser à l'ensemble des militantes et des militants pour leur demander d'honorer notre engagement. Autre ralliement de poids à la candidature de Soumaïla Cissé, celui de Modibo Tsidibé.
Cet ancien Premier ministre malien a obtenu 4,97% des voix. Il s'est classé 4e. Je sais pouvoir compter sur les partis politiques engagés à mes côtés et sur les centaines d'organisations, ainsi que sur les dizaines de milliers de militants qui ont porté avec moi l'espoir d'un renouvellement en profondeur de nos méthodes de gouvernance. Les Maliens ont fêté hier la fin du Ramadan. Ils souhaitent que leur pays retrouve une paix durable après le scrutin de dimanche. La campagne pour le second tour de la présidentielle au Mali a quelque peu été terne. Pas de grands meetings. Elle s'achève ce vendredi soir. On suit de très près ce scrutin en République du Mali. Mais tout près, il y a le Sénégal, la République du Sénégal, où on a les pieds dans l'eau. Les journaux de Dakar ont titré sur l'inondation et une situation causée par un manque d'aménagement. Le désarroi des Dakarois en images. Ces épais nuages visibles mercredi annonçaient le début d'une première grosse pluie sur Dakar. Les conséquences n'ont pas tardé après. Routes embouteillées, population sous les eaux, la plupart des quotidiens sénégalais ont consacré leur une au désarroi des Dakarois. Dans le quartier de Ouakam, un garçon de 11 ans s'est noyé dans ce canal à ciel ouvert et rempli d'eau de pluie. À Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar, les populations désolées ont essayé de sauver le maximum de bagages. Rien n'a changé, nous vivons les mêmes problèmes comme chaque année. J'étais absente au moment de la pluie. Lorsque je suis venue, j'ai constaté que je ne pouvais pas accéder à mon domicile. Voilà la maison de mon père. Vous voyez, toutes les maisons sont inondées. Nous avons évacué toute la famille pour passer la nuit ailleurs. Le gouvernement sénégalais a adopté en septembre dernier un programme décennal de lutte contre les inondations évalué à environ 700 milliards de francs CFA. Il comporte un plan d'urgence. Vous savez, je vous donne un exemple. Si vous devez aller de Dakar à Thiès, vous ne pouvez pas aller faire d'un seul train. C'est la même chose. Parce qu'il y a un temps d'admission des pluies et un temps de pompage. Il faut un intervalle de temps. Tout dépend de la quantité et de l'intensité des pluies. Mais l'important, c'est que le dispositif a fonctionné. Entre hier et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus d'eau. C'est ça, l'objectif c'est ça. C'était qu'après les pluies, qu'on fasse de telle sorte qu'avec un temps très réduit, qu'on puisse évacuer, et c'est ce qui a été fait. L'aménagement du territoire, la restructuration urbaine et le relogement des populations victimes des inondations font partie des actions prioritaires envisagées par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lutte contre les intempéries. Alors, dans le monde, la culture de la feuille de coca est en perte de vitesse en Colombie et en Bolivie. Une politique pour décourager le narcotrafic dans les deux pays et une éventuelle rébellion. Images et commentaires. Ces feuilles de coca font partie du paysage colombien, une culture pourtant interdite dans le pays car elle est utilisée pour fabriquer la cocaïne. Le gouvernement intensifie ses efforts pour l'éradiquer. Selon un rapport de l'ONU, sa surface de production a diminué de 25% l'année dernière. Les données sont encourageantes. Elles reflètent les efforts du gouvernement colombien pour réduire la production de cocaïne. 188 tonnes de cocaïne ont été saisies par la police l'année dernière. Dans ce pays, premier producteur au monde, la culture de cette plante constitue la principale ressource des paysans. Ils devraient pouvoir se consacrer à d'autres types de cultures grâce à l'aide du gouvernement. Même tendance en Bolivie. Toujours selon l'ONU, le pays a réduit la superficie de ses plantations de coca pour la deuxième année consécutive. Ici, elles sont autorisées sur une surface limitée. Les vertus médicinales de la plante contre la faim ou encore la fatigue sont reconnues. Ce qu'il supprime, ce sont les cultures détournées vers les marchés illicites. Notre obligation est de réduire la culture de la coca. Et nous avançons là-dessus. Nous sommes en position de lutter contre les narcotrafiquants et contre le narcotrafic sans condition et sans compensation. Car tout cela peut créer des rébellions et des violations des droits de l'homme. En Amérique du Sud, les chefs d'État comme Evo Morales envisagent des pistes pour lutter contre ce trafic. Celle de la dépénalisation de la cocaïne est en débat. Russie, le pays est en proie à une série de manifs, des protestations suite à une loi contre l'homosexualité des athlètes. Le ministre russe des Sports est monté au créneau pour calmer les esprits. Un reportage de nos confrères d'ITV.
La cathédrale Basile le Bienheureux veille sur les meilleurs athlètes du globe. Demain, les championnats du monde d'athlétisme s'ouvrent à Moscou. Ce sera la première manifestation sportive internationale en Russie depuis le vote, fin juin, d'une loi anti-gay. Ce texte, soutenu par Vladimir Poutine, punit la propagande homosexuelle auprès de la jeunesse. Il s'applique aux Russes comme aux étrangers. La mesure a soulevé une vive polémique parmi les associations de défense des droits de l'homme, au point que le ministre des Sports a tenu à calmer les esprits. Cette loi n'a pas pour but de priver les citoyens d'un pays ou les partisans d'une orientation de leurs droits. Avant toute chose, cette loi a pour objectif d'interdire la propagande parmi les jeunes. La Fédération internationale d'athlétisme, elle, affirme que la loi ne pose pas de problème tant qu'elle n'empêche pas la participation des athlètes qui se revendiquent homosexuels. Nous avons demandé que le droit des athlètes à participer aux championnats du monde ne soit pas remis en cause, qu'il ne soit pas compromis par cette loi. Et cela ne sera pas le cas ici à Moscou. Une attitude dénoncée par les associations et les ONG. En Russie, l'homosexualité était considérée comme un crime dans les années 1990. Chaque loi anti-gay est perçue comme un instrument de répression. Ce nouveau texte inquiète donc dans la perspective des Jeux Olympiques de Sotchi l'année prochaine. Des manifestations sont organisées pour le faire annuler, comme ici à New York avec l'association All Out. Je peux vous l'assurer, tout ira bien pour les sportifs. Mais on attend d'eux qu'ils respectent nos lois. Cette semaine, une pétition a été remise au Comité international olympique. Plus de 320 000 signataires exigent des garanties sur le bon déroulement des Jeux olympiques sans discrimination. Une initiative qui a attiré l'attention du président du CIO, Jacques Rogge. Il a réclamé des assurances aux organisateurs de Sotchi. Retour en Guinée et sport, enfin pour boucler cette édition, sport avec cette finale de football dans la préfecture de Dubreka, un rendez-vous qui met le sport au service de la paix. C'est le mouvement Dimbore qui a présidé la finale. Le point avec Alarini Bailoba. C'est dans le souci de renforcer le climat d'apaisement que les cadres du mouvement Dimbore continuent leur offensive pour expliquer aux citoyens le projet de société du gouvernement. Dubreka, une ville située à environ 50 km de Conakry, est choisie pour abriter cette autre étape de leur tournée. À travers ce match de football, les cadres de ce mouvement ont, pour la circonstance, fait état de la réduction de la desserte en eau et électricité constatée récemment dans notre capitale. Ce qui m'a beaucoup motivé, c'est non seulement venir renforcer les bases de notre parti, mais aussi pouvoir expliquer un peu la problématique de la fourniture d'électricité en Guinée et les différentes manifestations de rue que nous avons connues ces derniers temps. Nous nous rendons compte que le RPG Arc-en-Ciel vit pleinement à Dubreka à partir de cette manifestation juvénile placée sous le signe de l'action du redressement, placée sous le signe d'accompagner les actions salvatrices du président Alpha Condé depuis qu'il est venu au pouvoir. Si on jette un coup de projecteur sur le passé, on se rend compte que le plan de la problématique, comme le président vient de le dire, le président Alpha Condé hérite d'une situation extrêmement difficile. La paix n'a pas de prix et elle est la condition sine qua non pour tout développement durable. Ce message de paix du mouvement Dimbore semble être entendu par ces citoyens de Dubreka pour éviter enfin des troubles sociaux qui pourraient freiner le décollage normal du pays. Un message de paix pour limiter les troubles sociaux. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez partout en Guinée et dans le monde. Bonsoir.